Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un lieu qui a toujours occupé une place prépondérante dans l'histoire du sud de la France par sa situation géographique stratégique à la frontière entre la Provence au sud et les Alpes au nord. Je veux parler de la ville de Sisteron. En compagnie de notre guide, Flora Berger, spécialiste de la Haute-Provence, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir sa célèbre citadelle et les faits marquants de son histoire qui remontent à l'ère médiévale. Nous vous montrerons ensuite comment Sisteron s'engage dans son avenir et dans son développement économique, notamment au travers de sa zone d'activité de Val-Durance, où nous rencontrerons le maire de Sisteron, M. Daniel Spagnoux, qui nous présentera les grandes lignes du projet et comment il se concrétise sur le terrain. Enfin, nous terminerons par une carte postale de 2 sites remarquables de la région de Laragne, toute proche, avec son marché, élu 2e plus beau marché de la région sud, et les gorges de la Méouge, site classé réserve biologique et joyau incontournable des Hautes-Alpes. Alors on a pu parler de Sisteron comme de la perle de la Haute-Provence. Mais moi j'aime bien dire surtout que Sisteron, c'est aussi et surtout la porte de la Provence. Parce que à la porte nord de Sisteron, nous sommes là au passage entre la Provence au sud et le Dauphiné. Et c'est bien à l'image de ce département où l'on dit que la lavande côtoie l'Edelweiss. Alors pourquoi une citadelle ici? Et pourquoi est-ce que Sisteron a toujours été tellement importante? C'est dû à sa situation géographique. Sisteron est situé sur une clue, la Clé. Et donc c'est la clé d'un passage stratégique. Et ce passage stratégique a donné aussi son nom à Sisteron, du temps d'un petit peuple celte qui lui a donné son nom, Seg-Stero, le passage d'une rivière entre 2 montagnes. Ça veut dire que cette citadelle est construite vraiment sur le rocher. En tous les cas, la partie la plus haute, qui a été la première construite, puisqu'en fait, il y a eu des fortifications dès le XIIe, XIIIe siècle. Ce n'est qu'au XIVe siècle que la ville elle-même s'est dotée de remparts, et ces remparts sont venus s'accrocher à ceux qui étaient déjà présents sur cet endroit qu'on appelle une citadelle, mais qui au départ n'était pas encore une citadelle. Mais c'était un lieu fortifié. Ce premier rempart constitue le chemin de ronde. Et ce qui est aussi magique à cette citadelle de Sisteron, c'est qu'il y a des points de vue absolument extraordinaires. Et quand on se trouve sur ce chemin de ronde, alors on comprend tout à fait combien cette citadelle était efficace, même dans les premiers temps. Parce que là, on domine vraiment le côté nord d'une façon assez admirable. Et pour les visiteurs, en plus, c'est un endroit magnifique. Avec les drapeaux de la Provence, car nous sommes provençaux et fiers de l'être. Ensuite, nous aurons aussi une vue surplombante sur tout le côté nord. C'est côté nord que le danger arrivait, et notamment à cause du duc de Savoie, Amédée II, qui avait des vues sur Sisteron, sur le nord de la Provence, et qui voulait agrandir son territoire. Mais cette citadelle, en fait, elle a tout le temps été utile. On s'est battu tout le temps, que ce soit dans ses murs comme en dehors de ses murs. Alors vous allez me dire, mais quand est-ce qu'on parle de la vraie citadelle telle qu'elle se présente? 12e, 13e siècle, ok. L'église elle-même, là-haut, date du 15e siècle. Quant à la citadelle telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien il faut attendre le 16e siècle. Il faut attendre une période de paix après les guerres de religion, où la citadelle a été très investie. Et cette période de paix, elle arrive sous Henri IV. Et Henri IV a convoqué son architecte militaire, qui s'appelait Jehan Sarrazin, et il lui a demandé de prévoir quelque chose de plus complet que ce qui existait déjà, et qui était déjà pas mal, qui avait déjà beaucoup servi. Jehan Sarrazin a prévu donc une citadelle à l'image de celle que faisaient déjà les Italiens. Nos voisins italiens étaient très spécialistes dans les fortifications placées sur des endroits très montagneux. Et donc ils avaient déjà cette idée d'étoile, avec des bastions qui forment un petit peu une étoile, et ce qui permettait d'avoir des tirs croisés. C'était donc beaucoup plus efficace que lorsqu'on peut simplement tirer face à soi. Alors il y a 4 bastions. Les bastions, ce sont ces parties comme ça, anguleuses, qui avancent. Et ces bastions, il y en a 4 côté sud, il y en a seulement
3 côté nord. Et pourtant, le danger arrivait plutôt du nord. Mais, côté nord, il y a un autre obstacle naturel qui est le Buëch, qui descend de ces montagnes et qui va se mélanger à la Durance. Cette mescle, le mélange en provençal, donc cet endroit-là, nous permet de comprendre combien cette citadelle de Sisteron était un lieu vraiment, vraiment protégé, stratégique. Et ensuite, il y a ce pont qui a toujours été très important parce que c'était le seul endroit où on pouvait traverser à pied sec. Quand on le regarde comme ça, on peut comprendre qu'il était à un endroit un petit peu fragile parce que quand les eaux étaient en colère, eh bien, il était extrêmement fragilisé et il a été maintes fois détruit. C'est au XIXe siècle qu'il a été peut-être le plus détruit et qu'on l'a reconstruit avec un parapet plus haut, tel que vous le voyez maintenant. Et on a choisi de le reconstruire avec une chambre à poudre à l'intérieur, parce que le passage de Napoléon nous avait peut-être montré que si on avait pu faire sauter facilement ce pont, peut-être on aurait pu empêcher le passage de Napoléon. Alors quelques mots sur la ville. On voit bien que c'était une ville médiévale avec cette forme arrondie qui vient s'enserrer sur la citadelle comme ça. Donc il y avait des remparts tout autour. Ces remparts étaient agrémentés de 13 tours. Ces tours étaient reliées entre elles par des galeries en bois. Et la tour que vous voyez le mieux, on l'appelle la tour de la médisance, et on se plaît à dire que, soi-disant, les gens venaient là dire du mal du voisin, un petit peu blaguer au pied de cette tour. Et donc à la gauche de la tour de la médisance, vous voyez Notre-Dame des Pommiers. Pourquoi des pommiers? C'est vrai qu'on cultive des pommes par ici, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'en fait, elle se trouvait dans un endroit qui s'appelait le Pommierium, et qui était un endroit où on n'avait pas le droit normalement de bâtir. C'était un espace entre les remparts et les premières habitations qui était réservé à la circulation des soldats. La grande originalité, c'est la coupole octogonale sur trompe, on dit aussi sur goutte d'eau, qui en fait est au-dessus du chœur. Alors en fait, le clocher devrait s'y trouver. Donc le clocher est décentré, et ça c'est la grande originalité de cette cathédrale. Là il faut vraiment regarder. Cette église est construite sur une plateforme qui a été tout spécialement aménagée pour elle et qui est soutenue par ces piliers puissants, ces petites arcades, qui offraient une plus grande résistance évidemment que si ça avait été un mur plein. Alors le donjon, lui par contre, il date de l'époque du chemin de ronde. D'ailleurs, avant d'être un donjon, c'était un beffroi sous Henri IV. Il est devenu donjon, donc il y a eu des prisonniers. Il y a eu notamment Casimir Wasa, qui était le prince de Pologne, et qui a été emprisonné là-haut pendant 6 mois. Et donc ce Casimir Wasa, il s'était mis d'accord avec les Espagnols pour venir envahir la France, alors que la Pologne était plutôt amie de la France. Au XVIIe siècle, comme Vauban travaillait beaucoup dans le secteur, dans les Alpes de Haute-Provence, il y a énormément d'endroits, dans la Provence en général, eh bien on a profité de son passage pour le faire venir et pour lui demander d'étudier un petit peu, voir un peu si on pourrait encore améliorer cette citadelle. Et Vauban, qui voyait les choses en grand, c'était un sacré bâtisseur, Vauban a prévu énormément de choses à faire, mais tout ça a coûté très cher. Et en fin de compte, on n'a pas eu de sous et on a gardé de Vauban le projet d'une poudrière et aussi une citerne supplémentaire. Parce qu'ici, évidemment, il fallait recueillir l'eau de pluie pour que les soldats puissent manger, boire et éventuellement se laver un tout petit peu. Par contre, après, sous Louis-Philippe, on a encore construit, notamment ces casernes. On a quand même agi selon les plans de Vauban, quand même. Mais ça s'est fait beaucoup plus tard, en fin de compte. L'escalier souterrain date de 1842. Il reliait la porte nord de la ville, dite porte du Dauphiné, puisque c'était le passage de la Provence au Dauphiné, à la citadelle. Et ce qui ne paraît pas sur ce petit écriteau, c'est que, en fait, ça a été fait par les prisonniers. En tous les cas, ça permettait d'intervenir beaucoup plus rapidement, sans faire tout le tour, d'arriver à la porte nord. Alors là, je vais quand même vous raconter la légende de la guérite du diable.
Regardez cette petite construction, c'est comme un peu une échauguette, mais qui avance dans le vide et qui domine le cours de la Durance et la porte nord de la ville. Cette guérite au-dessus du vide, vous imaginez bien que quand les maçons étaient là à la construire, eh bien ils avaient une situation très dangereuse. Et la légende dit que souvent, ils tombaient dans le vide. Et donc, il y en a un d'entre eux qui a vraiment voulu être celui qui allait terminer cette guérite sans y laisser la vie. Et donc, il a fait un pacte avec le diable. Et le diable lui a dit, je vais te protéger le temps que tu finis de construire cette guérite, mais ensuite, tu m'appartiendras. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que notre maçon a terminé sa guérite, et puis il a invité le diable à venir voir un petit peu à quoi ça ressemblait, et ensuite il l'a précipité dans le vide. C'est ainsi que le diable s'est noyé dans la Durance, et il y a en dessous un tourbillon, justement, qu'on appelle le tourbillon du diable. Alors cette église qui date du XVe siècle, qui est du gothique finissant, un très bel exemplaire du gothique finissant, et qui donc a été détruite par ce fameux bombardement dont je vous ai parlé, et qui a été reconstruite par l'association Art Théâtre Monument. Alors cette chapelle qui avait été fortement endommagée, elle a été restaurée en 1935, et ensuite elle a reçu cette bombe, donc en 1944. Et ensuite, elle a été reconstruite de 70 à 80 grosso modo. Ensuite, une chose sur laquelle j'attire votre attention aussi rapidement, c'est les vitraux qui sont d'un monsieur Claude Courageux, c'était son nom. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est combien les tons sont plus dans les couleurs froides côté nord, et comme ils deviennent de plus en plus chauds côté droit. Alors côté nord, c'est la neige, les cours d'eau aussi, et puis en allant vers la droite, vous avez le soleil, le sud, le drapeau provençal, la lavande, etc. Laudes la grande Vierge, ange archange, que sigue cantanda la mare tempia. Se laude, se laude, se laude Maria. Un Dio l'ancuruno e lo cielo nuro, la terra l'adoro, tutto me li cria. Se laude, se laude, se laude Maria. Oh, che bella via, d'un Dio es la mare, a lume per fare, dal ciel la gran via. Se laude, se laude, se laude Maria. Nous quittons le centre historique de Sisteron pour nous rendre sur la zone d'activité de Val-Durance où M. Daniel Spagnoux va nous présenter le fonctionnement de ce parc d'entreprise. Il nous parlera également du cas singulier de cette ancienne bergerie reconvertie en restaurant haut de gamme. Alors ce parc, c'est une histoire extraordinaire parce que au départ, il n'y avait que l'entreprise Minetto et l'abattoir municipal. Et vous savez, pour créer un parc et qu'il ait du succès, il faut qu'il y ait une grande entreprise qui s'installe. Et l'abattoir de Sisteron, c'est le premier abattoir au vin français, le deuxième européen. C'est l'anneau de Sisteron avec le label rouge. Et dès que l'abattoir a été ici, eh bien tout de suite, on a vu arriver des porteurs de projets. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on voie le propriétaire. La chance, c'est qu'il y avait un seul propriétaire, en fait. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on avait les terrains, on lui achetait les terrains, on lui achetait. Ce qui fait que je n'ai pas endetté la collectivité, puisqu'on les revendait aussitôt. Et en même temps, on a créé une société d'économie mixte. On est les seuls de la région PACA à avoir fait ça. L'intérêt d'une SEM, c'est qu'il y a des capitaux privés et publics. Et le privé s'est tout de suite investi dans la SEM.
le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, l'usine Sanofi, la Chambre de commerce et d'industrie, l'Union des entreprises, tout un tas d'organismes importants qui étaient un peu la caution morale du projet. Et du coup, cette SEM, eh bien, elle a permis de développer de parcs d'activité. Elle a construit des ateliers relais qu'on a mis en location pour pouvoir attirer les entreprises. Elle a construit une maison de l'entreprise, c'est unique aussi. Il y a une maison de l'entreprise dans le parc d'activité. Dans cette maison de l'entreprise, il y a plein de services pour les entreprises. Une entreprise qui arrive ici, elle est tout de suite accueillie. Même on peut lui proposer des bureaux quand elle arrive pour s'installer, ce qui fait qu'elle ne perd pas de temps et elle peut très vite réaliser son projet. Et tout ça, donc, mené par la Société d'économie mixte. Mais à cela s'est ajoutée la communauté de communes maintenant, puisque vous savez que la compétence économique, elle est maintenant dévolue à la communauté de communes. Et donc aujourd'hui, nous avons la SEM qui, bien sûr, vend les terrains pour notre compte, traite avec les entreprises qui viennent s'installer, fait en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale par rapport au centre-ville, parce qu'on a voulu aussi faire en sorte que le parc d'activité ne gêne pas le centre-ville. Et d'ailleurs, on a un centre-ville qui marche très très bien, puisqu'on a beaucoup plus de commerçants aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc c'est formidable. En plus, si vous allez voir dans le centre-ville, c'est très dynamique. Et on s'est dit, il faut qu'on ait un label centre-ville. Alors on a un label des Sisteron, ville des cités d'art. Donc ça a permis de développer donc, le centre-ville. Je crois que notre parc d'activité est un exemple dans la région PACA. Et même le président de la République, quand il est venu à Gréoux-les-Bains, il y a un mois, m'en a parlé du parc d'activité. C'est dire que c'est même remonté à l'Élysée. Quand on a acheté la propriété agricole, il y avait cette ferme, cette ancienne ferme où de nombreux Sisteronnais ont vécu, d'ailleurs des Sisteronnais qui viennent régulièrement ici, en pèlerinage, et on ne savait pas du tout que faire de cette ferme. Même à un moment, certains avaient envisagé de la raser pour pouvoir construire autre chose. Alors on a tenu bon et finalement on a bien fait parce qu'il y a un jeune qui a fait l'école hôtelière de Sisteron et qui a fait également des grandes maisons après et qui a décidé de s'installer. Et donc on lui a vendu la propriété dans de bonnes conditions et puis il a fait les travaux et aujourd'hui on a un des meilleurs restaurants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ici. Donc dans ce magnifique parc d'activités, c'était nécessaire pour le développement du parc d'activité parce qu'il vient maintenant ici des patrons de partout, il vient des personnes qui viennent également pour acheter des terrains et je crois que c'est le lieu où l'on peut recevoir facilement dans de bonnes conditions et avec une grande qualité. Nous partons maintenant à la rencontre de Michael Liguis de l'entreprise Superalp qui conditionne des poires et des pommes, fruits emblématiques de la région et véritable moteur économique local. Donc bonjour, je me présente, Michael Liguis, donc je suis chef de station pour Superalp. Nous sommes une organisation de producteurs du Nord Sisteronnais. Nous avons 30 producteurs qui sont tous associés pour nous amener leurs fruits et nous nous occupons de le conditionner et de le vendre. Nous sommes spécialisés dans la vente de pommes et de poires. Au niveau du tonnage, nous avons 16 000 tonnes de pommes et 4 000 tonnes de poires. Nous conditionnons les pommes et les poires tout au long de l'année. Superalp Conditionnement engage 40 personnes à l'année, donc 15 personnes en CDI et 40 saisonniers. Par semaine, nous arrivons à sortir entre 50 et 60 tonnes. Donc entre le fruit qui rentre, qui est précalibré, environ 80 tonnes, et le fruit qui sort entre les emballages pour les magasins, entre l'industrie pour tout ce qui est compote de fruits, voilà, environ entre 50 et 60 tonnes par semaine. Ce delta de 30 tonnes, c'est beaucoup les pertes, et on fabrique aussi des pommes pour notre stock. Le stock sert à pouvoir fournir toutes les demandes en temps voulu, en cas de manque de fruits ou de manque d'emballage. Alors les déchets sont retraités par la société Gros Environnement. Tout ce qui est déchets organiques, tout ce qui est feuilles, pommes pourries ou corps étrangers sont mis dans une benne qui sert à la méthanisation. Méthanisation pour faire de l'électricité.
Tout ce qui est poubelle, plastique, poubelle, carton, emballage, tout ça c'est remis dans une autre benne, pareil, pris par Gros Environnement, qui s'occupe de retrier derrière tous les déchets. Nous avons la plus grosse consommation, c'est la consommation électrique. Nous avons tout le toit de la station qui est recouvert de panneaux solaires. Nous voudrions créer une nouvelle salle uniquement bio, car le bio est vraiment le futur du fruit et légumes. Cette nouvelle salle sera possible par rapport à un projet leader sur lequel nous avons postulé et a priori nous aurons les subventions pour ce projet leader. Dès que les subventions seront tombées, nous attaquerons à construire cette nouvelle salle pour avoir vraiment une fabrication dédiée au bio. Enfin, Sébastien Réby, un jeune créateur d'une microbrasserie, nous expliquera pourquoi il a choisi de s'installer à Sisteron et comment le parc d'activités a facilité sa création d'entreprise. Le projet, donc, c'était la bière de la Durance, et pour moi, Sisteron est idéalement positionné dans la Durance. C'est-à-dire qu'on est à mi-distance entre Briançon et Avignon, et du coup on couvre une grande partie de la région PACA au départ de Sisteron. On a des infrastructures routières qui nous permettent d'accéder rapidement un peu partout. Et puis la zone d'activité, c'était ma première expérience en tant que chef d'entreprise, et le fait de me retrouver entouré d'autres entrepreneurs comme moi, c'est sympa parce qu'on se croise tous les jours, on discute un peu, voilà, on se sent moins seul. Et puis, la SEM me loue le local. Je me suis installé au mois de juin l'année dernière. J'ai commencé à brasser le 14 juillet. Après, j'ai commercialisé mes premières bières début septembre. On augmente un petit peu la capacité de production pour pouvoir répondre à la demande. Aujourd'hui, j'ai du mal à produire suffisamment pour pouvoir répondre à toutes les demandes. J'ai pour l'instant minimisé les investissements pour tester un petit peu le marché, voir un petit peu les premiers retours. Donc j'ai acheté du matériel d'occasion à un brasseur qui s'agrandissait. Et bientôt, moi aussi, je vais céder mon matériel pour pouvoir en acheter du plus important, voilà. À 25 km au nord de Sisteron, ne manquez pas le marché provençal de l'Aragne, l'un des plus beaux de la région. Il a été élu en 2019 premier marché des Hautes-Alpes et deuxième au niveau régional. Cette tradition ancienne, qui remonte à 1721, est aujourd'hui encore très ancrée dans cette petite ville attrayante, aux couleurs déjà très provençales, à mi-chemin entre Grenoble et Marseille. Ce marché très convivial se tient sur la grande place des Airs et dans les rues du centre-ville. C'est un rendez-vous incontournable pour les locaux comme pour les touristes qui viennent faire leurs courses, savourer les produits locaux ou profiter du folklore des étals colorés. Les marchands de la région, producteurs, artisans, viennent chaque semaine y vendre leurs bons produits bio ou locaux, fromage, charcuterie, fruits et légumes, miel, pommes des Alpes, lavande et plantes aromatiques côtoient vêtements, sacs, chapeaux ou tissus provençaux. Vous retrouverez à l'Aragne toute l'authenticité de notre territoire Sisteron-Buëch, et une douceur de vivre toute provençale. Au cœur du parc naturel régional des Baronnies provençales, à 16 km au nord de Sisteron, les gorges de la Méouge relient la Drôme provençale aux Hautes-Alpes par une petite route qui serpente sur une dizaine de kilomètres le long de la rivière Méouge. On peut y voir un vieux pont roman à 3 arches, dans un état remarquable, ainsi que les vestiges d'un moulin qui fut emporté par la crue de 1901. Cette rivière turquoise a creusé des gorges profondes,
dans la roche calcaire créant des cascades, des vastes, des plages de galets polis bien connues de tous les chanceux qui viennent y passer un peu de temps. Désignées comme une merveille des Hautes-Alpes, les gorges de la Méouge sont réputées pour leurs perspectives sauvages, leurs sites de baignade et de promenade. Classées réserve biologique Natura 2000, elles sont l'un des joyaux du territoire Sisteron-Buëch. Un milieu d'une diversité botanique exceptionnelle. Des plantes alpines, provençales, méditerranéennes, ibériques et même d'Afrique du Nord. Une diversité de milieux naturels, rivières, falaises, tufs calcaires, forêts, où vivent des espèces remarquables comme le barbeau méridional ou le lézard ocellé. Au-dessus des gorges, le village de Paumé, perché sur le rocher, offre un superbe point de vue. Cyclotourisme, VTT, randonnée pédestre, équestre, escalade et vol libre se pratiquent ici sur des sentiers balisés, des falaises bien exposées ou dans les airs. C'est un site d'exception que les amateurs de sport de pleine nature affectionnent particulièrement.